bonsoir et puis bonne journée. J'espère que vous avez passé une bonne dimanche. Nous en sommes en fin de soirée. Comme chaque dimanche soir, on se délecte, on se repose, n'est-ce pas, avec ces personnalités qui viennent ici évoquer leur parcours également, nous parler de leur perspective, donner un peu de soi et puis avoir un peu une vision quelque peu pérenne, n'est-ce pas, de l'économie camerounaise. Alors aujourd'hui, la personnalité qui a été choisie est n'est-ce pas, un individu très connu au Cameroun, qui a déjà fait ses preuves autant dans le volet politique que dans le volet entrepreneurial. Il a un CV quand même assez lourd. Bref, nous aurons tout le temps d'échanger avec lui à cette émission. Il est rentré au Cameroun. Il faut rappeler que c'est un natif, n'est-ce pas, de la ville de Yaoundé, qui a occupé de hautes fonctions, n'est-ce pas, dans une commune de la ville de Yaoundé, notamment la commune d'arrondissement de Yaoundé 6, qui a été, n'est-ce pas, le premier magistrat il y a quelques années, et qui nous revient aujourd'hui avec ce volet entrepreneurial et directeur d'entreprise dont il va nous présenter son produit. Et nécessairement, on va également parler de ses perspectives, ce qu'il compte faire dans les mois à venir. Sans plus tarder, nous allons présenter, n'est-ce pas, l'invité qui est avec nous aujourd'hui. Bonsoir, monsieur Robert Atangana, et puis bienvenue sur Regarde Afrique TV. Bonsoir, madame Pareil. Ouais, comment vous allez? Je vais bien, merci. Bonne année déjà. Bonne année à vous et aux téléspectateurs. Alors, comment a commencé l'année 2025? L'année a commencé avec un nouveau produit de chocolat et des perspectives industrielles. Et c'est déjà pas mal. D'accord. Alors, vous avez quand même un parcours, il faut le souligner, c'est assez long parce que quand j'ai essayé de revoir votre curriculum vitae, je n'en revenais pas parce qu'on dit sur le plan entrepreneurial, M. Robert Atangana a créé diverses entreprises, notamment dans le bois, le café, le cacao, au Cameroun, en Suisse, aux États-Unis, au Canada, aux États-Unis, en Angleterre, au Sénégal même également. Tout à fait. Voilà, ça fait des années quand même que vous travaillez dans le bois. On vous connaît également dans ce volet-là. Vous aviez justement un cabinet il y a quelques années en plein centre-ville. Alors, vous suivez les pas de votre mère, à ce qui paraît. Tout à fait. Ma mère, en fondant la menuiserie de l'unité en 1962-63, elle a réalisé pas mal de choses, dont les portes du Kansik Grand Messa et de plusieurs ministères qui étaient construits au centre-ville de Yaoundé à l'époque. Et ces portes sont encore là et tiennent la route. Donc, après sa menuiserie, en fait... moi, j'ai suivi, j'ai reconstitué sa menuiserie et j'ai développé une série qui est toujours là, sur la route de Bankomo, avec la société INC. Et en fait, c'est mon grand-père maternel qui, le premier à Douala, avait commencé dans le bois et ma mère avait suivi. Donc, c'est notre tradition familiale. Donc, vous êtes une famille d'entrepreneurs de la ville de du quartier de Siméon. Du village de Siméon. Ah, du village Siméon, d'accord. C'est vrai que dans ma famille, il y a des noms connus que je ne cite pas. En fait, on est d'un Siméon. Les gens qui savent... Non, mais on connaît quand même. Hein. Vous êtes quand même... on parle de Omba Damas, tout le monde le connaît très bien. Voilà. Voilà. Et également, vous avez fait beaucoup d'études. Vous êtes allé en Europe, vous êtes revenu. Et là, je vois par exemple que vous avez fait une formation en transformation de café à Tampa, en Floride, en chocolat, à Buffalo, à New York, aux États-Unis. Oui. Pour ce qui est du café, je me suis perfectionné en torréfaction. Du café, café moulu. Essentiellement, on a développé des marques aux États-Unis. Et c'est à Tampa, en Floride, que je me suis formé. Et puis également à Buffalo, pour ce qui concerne les chocolats en poudre ou à tartiner. Voilà. Ah, vous avez aussi été auditeur et analyste financier à Cooper et Lebron Afrique Centrale, qui devient Prince Waterhouse Coopers, et a principalement travaillé sur le Conseil d'État sur les privations des entreprises d'État comme la Régie Fercam, Socapalm, Sonel, entre autres. Tout à fait. Coopers et Lebron Afrique Centrale, qui par la suite est devenu Prince Waterhouse Coopers, était le Conseil de l'État du Cameroun dans les privatisations des sociétés d'État dans les années 95, 98, 2000. Donc j'étais principalement chargé de l'analyse et de l'évaluation des entreprises à privatiser et du redressement des comptes, de la réception des offres des soumissionnaires pour les appels d'offres de mise en concession. Et je rappelle que nous avons conseillé à l'État qu'au lieu de faire
privatisation sèche pour céder le patrimoine public à des privés nationaux ou étrangers, que la mise en concession était une mesure plus provisoire qui donnait l'occasion à l'État de souffler et de revenir sur ses stratégies à court ou moyen terme. Et je pense que c'est ce qui suit parce que les termes de 25 ans qu'on a utilisés pour les mises en concession sont en train de s'épuiser. Donc l'État a encore l'option de revenir en arrière. Ah, donc vous comptez toujours travailler avec l'État? Je suis l'un des membres de l'État puisque je suis citoyen. Et je crois que la SNI demeure l'un des piliers de l'économie du Cameroun des années... La Société nationale d'investissement du Cameroun. Oui. Je pense qu'on gagnerait à partir avec la SNI. Alors là, aujourd'hui, vous revenez avec votre casquette d'entrepreneur. On a le chocolat Choco Butter. Vous revenez pour le mettre sur le marché et également essayer de voir en quelle mesure vous allez faire développer le Made in Cameroun. Parlez-nous un peu de comment vous est venue l'idée de mettre sur pied Choco Butter. Choco Butter, c'est d'abord l'histoire de la transformation des matières premières du Cameroun. Nos enseignants de l'école primaire, moi je me rappelle de mon maître du cours moyen 2, M. Joseph Bilon, qui habitait à Colbison, et de M. Pierre Ntamak, qui nous ont toujours martelé que le Cameroun sera indépendant lorsque nous transformerons nos matières premières qui sont exportées brutes. Et je pense que c'est un discours qui m'a suivi et qui a encadré toutes mes formations depuis l'école primaire jusqu'aux universités et que je pense toujours que il est de mon devoir de suivre le conseil de mes maîtres en transformant autant de ressources naturelles que possible. Pourquoi le chocolat? Le chocolat d'abord parce que je suis issu de la région cacaoyère. Je me rappelle que même en Siméon, derrière notre case, nous avions une cacaoyère et que déjà à l'époque, je récoltais des fèves de cacao et j'essayais de les transformer en chocolat, mais je ne réussissais pas encore à le faire à l'époque. Donc j'y suis parvenu après, mais c'était une ambition que j'avais depuis mon âge de 8 ans, 9 ans, 10 ans. Donc le chocolat donne plus de ressources, d'après ce que nous enseignaient nos maîtres, que le cacao. Donc il fallait mettre le cacao sur le marché pour qu'on ne revienne pas nous vendre notre cacao à des prix 10 fois, 20 fois plus élevés. Voilà. Alors, Choco Butter, il faut le rappeler, commercialisé déjà à Yaoundé et à Douala. Comment est composé Choco Butter? Quelle est la différence, la particularité de Choco Butter? Qu'est-ce qu'on peut dire de Choco Butter par rapport au chocolat déjà sur le marché? Vous verrez que le leader sur le marché, quand on ouvre sa boîte ou son seau, il y a une flaque d'huile qui est au-dessus. Et vous verrez que au bout d'un certain temps, son fond durcit. Tout à fait. Alors, son fond durcit parce que il y a du sucre qui est un solide, qui demeure solide et qui va se tasser par décantation au fond de la boîte. Et vous verrez que l'huile remonte également par décantation. Il y a séparation entre les divers composants du produit, du chocolat, de ses concurrents. Mais vous verrez que Choco Butter ne se décante pas. Même après un an, Choco Butter est stable. D'accord. Parce que les ingrédients qui sont utilisés sont des ingrédients dont le caractère principal est d'être des produits naturels et qui ne doivent pas affecter la santé publique. D'accord. Parce que le cholestérol vient d'un excès d'huile, le diabète vient d'un excès de sucre. Choco Butter a très peu de sucre, mais il est aussi très appétissant parce qu'il a une combinaison entre un ancien mets traditionnel dont on a récupéré le principal atout. Parce que vous verrez que chez les gens de la forêt, on voyageait avec de la pâte d'arachide. Ah, d'accord. Qu'on appelait Eko-Wondo. Ça vous gardait sans famine durant toute une journée. Donc, on a pris un élément de cette recette qu'on a combiné avec du chocolat. Mais si vous n'êtes pas expert, vous ne saurez pas vite que il y a un autre ingrédient que le chocolat. Vous croyez que c'est uniquement du chocolat? Non, on a combiné cet atout traditionnel au chocolat d'origine européenne. Donc, ce qui fait que nous avons un produit qui a un goût
assez unique. Et certains disent qu'il est exquis. Ah, le goût, il est exquis. Hein? Certains disent qu'il est exquis. Et il garde les gens en forme toute une journée. Il a très peu de sucre, donc il ne prépare pas les gens au diabète. Il a très peu d'huile, donc il ne prépare pas les gens à avoir des maladies cardiovasculaires. Il faut rappeler, vous avez souligné que c'était un coupe-faim également. C'est un coupe-faim parce que si vous mangez Choco Butter le matin, vous pouvez passer la journée sans plus manger et vous ne le ressentirez pas avant beaucoup d'heures. Donc c'est excellent pour ceux qui travaillent longtemps. Ça nous remplace du tapioca. Exactement. Ça jouera le rôle du tapioca. Voilà. Et ce n'est pas tout. Voilà. Voilà, c'est un produit bio, Choco Butter. 100% biologique. 100% biologique. Alors, vous les commercialisez déjà ici à Yaoundé et à Douala. Qu'est-ce que vous comptez faire dans les prochains jours, les prochains mois? Vous pensez faire quoi de ce Choco Butter? Bon, l'objectif est d'abord de faire que les Camerounais adoptent ce produit, cet aliment, parce que ce n'est pas seulement du chocolat, c'est aussi un aliment. Oui. Pour leur petit déjeuner, pour leurs enfants, pour que la santé publique soit améliorée. Donc le prochain jour, c'est de faire que le produit Choco Butter soit dans tout le Cameroun, puis dans les pays voisins comme le Nigeria, le Congo, Brazza, RDC, Gabon et Tchad. Et je vise particulièrement le Nord Cameroun, où je sais que les gens aiment les produits sucrés, sauf que celui-là, il a très peu de sucre et il maintient la santé publique. Donc c'est un produit qui est essentiellement africain, parce que l'ingrédient que nous avons combiné avec le chocolat pour faire Choco Butter, qui est à base d'arachide, il ressort certes avec beaucoup de délicatesse, mais il est présent. Et il fait que on a comme une recette traditionnelle dans un goût international. D'accord. Alors, Choco Butter, n'est-ce pas, c'est un produit du Made in Cameroun. Parlons un peu, n'est-ce pas, d'import-substitution. Tout à l'heure, avant l'émission, vous avez évoqué également l'export-substitution. Selon vous, pourquoi ça ne marche pas réellement au Cameroun? Alors, l'import-substitution veut que, au lieu qu'on importe certaines choses, qu'on les produise nous-mêmes. Et cela réduit le volume d'exportation de nos devises vers l'étranger, nos réserves de devises qui vont repartir vers l'étranger. Moi, je pense que l'export-substitution doit précéder l'import-substitution. Quand je parle d'export-substitution, ça veut dire que tous ces produits que nous exportons bruts nous rapportent des revenus, comme essentiellement le cacao, le bois, le caoutchouc, la banane, etc. Supposons que, au lieu d'exporter la banane brute, comme on le fait, qu'on transforme la banane en produit alimentaire pour bébé, en poudre alimentaire pour bébé. Au lieu d'exporter le miel brut, on combine le miel aux bananes, au maïs et à d'autres produits pour fabriquer la nourriture pour bébé, pour le monde entier, non pas seulement pour le Cameroun, mais pour le monde entier. C'est-à-dire que la banane qui peut nous donner 100 francs aujourd'hui, elle va peut-être nous donner 100 000 francs. Parce qu'on aura fait les produits finis de la banane comme alimentation pour bébé. Le chocolat qu'on va mettre sur le marché international, au lieu qu'on vende le cacao à 5 000 francs le kilo, on vendra la tonne de chocolat à 16 000 $ la tonne. Donc le revenu qu'on va tirer de cet export-substitution, c'est-à-dire qu'au lieu de vendre les produits bruts, va rapporter suffisamment d'argent pour financer les machines qui vont permettre de fabriquer les aiguilles, les montres, les chaussures et autres produits qu'on ne fabrique pas assez ici. Donc c'est ça que j'appelle l'export-substitution, qui doit financer donc l'import-substitution. Et je pense que l'État, c'est l'État qui doit planifier cette activité, parce que les individus ne sont pas coordonnés, les entrepreneurs n'ont pas une coordination, ils ont des ambitions personnelles. Mais il est important que la planification de l'export, de l'import-substitution, soit faite par le gouvernement, parce qu'il faut des machines pour fabriquer des choses, il faut former le personnel pour fabriquer ces choses. Vous voyez dans le chocolat, par exemple,
personne ne viendra vous apprendre au Cameroun à fabriquer le chocolat. Je vois les gens se débrouiller à faire des choses. Et il a fallu que nous, on aille, par exemple, chez les meilleurs experts mondiaux aux États-Unis pour être formés aux arômes, aux mélanges. Parce que les mélanges de chocolat, c'est un processus. C'est un processus très délicat qui veut que la moindre erreur vous fait perdre toute la production. Et c'est des choses que beaucoup de gens ne peuvent pas comprendre si on ne les forme pas. Donc cela doit être financé par le gouvernement. Supposons que le gouvernement estime que nous importons 100 aiguilles par an et qu'ils disent qu'au bout de 5 ans, nous ne devons plus importer les aiguilles. Eh bien, il va faire le plan, il va dire chaque année, on va financer 10% de production d'aiguilles. De manière à ce que on va préparer des jeunes. Je ne dis pas que les vieux ne méritent pas d'être formés, hein, encore que les volontaires vont le faire. Donc, j'ai dit, on décide de former dans 10 secteurs, que ce soit les mines, que ce soit les aiguilles, que ce soit alimentaire. On décide qu'on va créer 10 mini-électrolyses, 10 usines à électrolyse pour transformer la bauxite de Minimata, par exemple. On décide que même avec des petites rivières, on va faire des mini-barrages pour faire des micro-électrolyses pour produire chacun 100 tonnes par an d'aluminium. L'aluminium ne viendra plus de Guinée ou bien d'ailleurs. On va faire ça à petite échelle pour ne pas attendre les gros investissements qui coûtent cher et que l'État n'a peut-être pas les moyens de financer et que les particuliers n'ont pas les moyens de financer. L'État peut organiser l'import-substitution en faisant la micro-entreprise. D'accord. Voilà. Et donc on parle de micro-entreprise, n'est-ce pas, pour relancer l'économie avec la production locale? Absolument. Nous, on a été formés à cela. Quand j'étais à l'école, on a appris ce genre de choses. Ce n'est pas la grande entreprise qui transforme une économie. D'accord, voilà, nous avons ici avec nous Monsieur Robert Atangna, entrepreneur, qui, n'est-ce pas, déjà fait ses classes, n'est-ce pas, qui nous donne un peu un avis, notamment concernant l'import-substitution et peut-être l'export-substitution, commencer avec les micro-entreprises. C'est ce qu'on retient, n'est-ce pas, de notre premier échange. Alors, on va faire un petit arrêt avec, n'est-ce pas, cette petite vidéo et puis revenir avec notre invité. La culture de maïs, on peut devenir milliardaire avec. En ce qui concerne la production de maïs, je dirais que je suis encore dans l'échauffement. Parce que quand je vois le besoin, je vois ce que nous produisons aujourd'hui, on n'a même pas encore commencé. Je suis Loïc Kamwa, l'ambassadeur du maïs au Cameroun. On importe relativement 60% des produits que nous consommons. Donc le besoin ou encore l'urgence sera encore plus critique quand la population va doubler. Donc comme je voulais me lancer dans l'entrepreneuriat, je cherchais donc des problèmes auxquels je peux apporter les solutions. Et en parlant de problèmes, je voulais un problème qui est constant sur la durée. Donc je me suis donc rendu compte que l'agriculture, c'est une niche qui est autant intéressante parce que qu'on soit riche, pauvre, bon ou mauvais, à la fin de la journée, il faut manger. Déjà, ceux avec qui j'étais aux États-Unis n'ont pas cru quand je disais que je rentrais. Et lorsque je suis rentré au Cameroun pour faire l'agriculture, ma famille très proche, donc mes parents, ils le savaient, ils ont accepté et ils m'encourageaient. Mais la famille éloignée et les amis n'en revenaient pas. Je me suis dit, il faut que je rentre. Que les gens croient à mon projet ou pas, je rentre. Si j'échoue, au moins j'aurais essayé. Donc c'est en regardant l'avenir qu'il y avait dans
la production de maïs et surtout le fait que, comme céréales, pouvait s'industrialiser. Donc c'est une culture où on peut aller sur 1000, 2000, 3000 hectares. Aujourd'hui, pour récolter ces 40-60 hectares, il me faut en moyenne 35 à 50 personnes qui sont là pendant 2 mois. Donc notre plus grosse difficulté, c'est la main-d'œuvre et surtout pour la récolte. Dans le long terme, avec le maïs, je me vois sur 50 000 hectares. Lorsque je parle de ces superficies, je vois dans l'Afrique dans son entièreté. Je voudrais être celui qui a eu le plus gros impact dans la filière maïs, non seulement au Cameroun, mais dans l'Afrique en général. Donc à tous les jeunes Africains qui pensent que l'avenir c'est à l'extérieur et non sur le continent, il y a une phrase de Jack Ma que j'aime qui dit que c'est l'endroit où les gens se plaignent le plus qui a le plus d'opportunités. Donc, et moi j'aime ça par rapport à l'Afrique. Aujourd'hui, tout ce qui est déjà fait ailleurs peut être fait en Afrique. Voilà, nous sommes de retour avec notre invité, Monsieur Robert Atangana, qui est, n'est-ce pas, entrepreneur, directeur d'entreprise. Voilà, on vient de suivre un reportage de BBC Afrique, notamment concernant l'entrepreneuriat et puis, n'est-ce pas, la production, la vente, la commercialisation du maïs. Alors, que pensez-vous de ce jeune entrepreneur camerounais, n'est-ce pas, qui essaye de mettre en exergue, n'est-ce pas, le Made in Cameroun, la production locale? Et puis, il a bien terminé avec la phrase de Jack Ma, là où on se plaint le plus, c'est là où il y a le plus d'opportunités. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette assertion? Absolument. Si on se plaint, c'est parce qu'il y a un besoin. Si on se plaint, c'est parce qu'il y a des carences. J'ai souvent regardé ce monsieur dans les réseaux sociaux avec beaucoup d'admiration et je l'encourage beaucoup parce que j'estime que c'est avec ce défi personnel qu'il s'est lancé qu'il va réussir à atteindre le sommet. Et j'espère que d'autres suivront son terrain, son chemin, je veux dire. Parce que si l'État soutenait ce genre d'initiative et qu'on nous promouvait à peu près 100 personnes de plus que ce monsieur, on aurait déjà une réponse au problème d'alimentation. Et je crois que le PITMA, parce que c'est un programme qui existe au Cameroun, devrait regarder un peu plus dans les difficultés que ce monsieur a eues pour voir comment bâtir la promotion d'autres valeurs économiques. Vous, vous êtes spécialisé dans le café, le cacao également. Voilà, nous avons vos produits Choco Butter, n'est-ce pas, que vous essayez de remettre, n'est-ce pas, en exergue au Cameroun, commercialisé, je veux dire. Voilà, aujourd'hui, si on vous disait, est-ce que vous auriez un autre produit à commercialiser, qu'est-ce que vous choisiriez? Je sais que vous avez déjà une série, on laisse ce côté peut-être, oui. Le pétrole. Oui. J'aimerais bien transformer le pétrole. Est-ce que c'est, selon vous, on appelle ça l'or noir quand même? C'est pas facile d'accès quand même, il faut le souligner ici. Bah, si les autorisations que le gouvernement doit donner sont libérées, j'aimerais bien transformer le pétrole en divers produits synthétiques pour équiper les voitures, les maisons et même l'agriculture et l'automobile. J'aimerais pouvoir faire ça. Et qu'est-ce que vous pensez du solaire quand aujourd'hui on se retrouve avec les problèmes d'électricité, d'énergie, de transport d'énergie au Cameroun actuellement? Aujourd'hui on évoque beaucoup le solaire qui est très utilisé au Nigeria. Vous savez qu'au Nigeria il n'y a pas beaucoup de cours d'eau comme au Cameroun. Ils ont beaucoup de délestage, donc ils ont des groupes électrogènes et également les plaques solaires sont très utilisées au Nigeria. Qu'est-ce que vous pensez de l'énergie solaire aujourd'hui? Le solaire est une énergie normalement qui est moins chère parce qu'elle vient du ciel. Oui. Et que les diverses transformations qu'on peut faire de l'énergie solaire réduisent la facture écologique, notamment en ce qui concerne la combustion des substances fossiles, comme le pétrole et autres. Donc je pense que c'est une opportunité pour le Cameroun d'exploiter le solaire pour les régions difficiles d'accès et où le transport de l'énergie est assez problématique. Donc je pense que le solaire est une opportunité pour les pays tropicaux et que nous n'en faisons pas encore assez.
Donc, je suis assez confiant de ce que cela va s'améliorer dans le futur. Alors, on va continuer toujours avec cet autoreportage et puis venir commenter après. On va prendre avec le concours de la région. Alors que les idéologies africaines pour le développement sont orientées vers l'émergence des petites et moyennes entreprises produisant à petite et grande échelle, le Cameroun prend les devants et organise une foire entrepreneuriale. À cet effet, 100 petites entreprises agro-industrielles ont été sélectionnées par le Programme de développement des Nations Unies pour exposer leur savoir-faire le 3 et 4 septembre 2021 à Yaoundé, précisément à l'hôtel de ville. Je suis le promoteur de l'entreprise Fruities Cameroun Sal, une entreprise qui fait spécialement dans la production des jus naturels et des vins made in Cameroun. D'accord. Alors nous avons été sélectionnés parmi les 100 entreprises camerounaises par le programme des Nations Unies pour le développement en partenariat avec le ministère de la Jeunesse dans le cadre du projet Youth Connect qui prône et qui promeut l'initiative entrepreneuriale des jeunes au Cameroun. Les exposants venus à cette foire sont spécialisés dans les domaines du vignoble, de la mécanique, des cosmétiques ou encore la décoration. Dans les stands de vin, différentes variétés 100% made in Cameroun sont exposées. Je suis promoteur de Limitless Agro Business, qui est la start-up qui développe le vin Camaro S. Limitless Agro Business a été créé en 2019 et nous faisons dans l'agriculture, dans l'agroalimentaire et puis dans l'agro-business en général. Nous développons aujourd'hui le vin Camaro S, qui est un vin à base de la fleur d'hibiscus, communément appelé bissap ou alors oseille de Guinée. Nous présentons Camaro S en 2 saveurs, le sec et le moelleux, pour satisfaire toutes les catégories de clientèle. À court terme déjà, c'est d'imprimer la marque Camaro S dans l'esprit du consommateur camerounais, satisfaire tout le marché camerounais déjà. À moyen terme, on compte aller vers la sous-région Afrique centrale et plus tard, pourquoi pas aller à l'international. Cette foire qui se tient dans une atmosphère ambiante rassemble divers produits mettant en avant une partie du savoir-faire camerounais. Plusieurs exposants vont et viennent, marchandent dans le but d'attirer vers leur stand visiteurs. Il faut dire que c'est l'une des opportunités phares pouvant leur permettre d'augmenter leur chiffre d'affaires. La jeunesse entreprenante. Alors là, vous avez vu avec ce reportage des jeunes, n'est-ce pas, qui se démarquent par la production locale, déjà en micro-entreprise, comme vous l'avez souligné tout à l'heure. C'est une initiative également du ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique avec le projet Youth Connect qui a été lancé en 2019 au Rwanda avec le président Paul Kagame. Alors il a décidé d'implémenter avec ses pays partenaires, notamment le Cameroun. Et le premier, justement, ambassadeur a été Samuel Eto'o avec le ministre de la Jeunesse il y a quelques années. Et aujourd'hui, on voit beaucoup de jeunes, n'est-ce pas, qui se démarquent, n'est-ce pas, avec leurs micro-projets, qui sont acceptés et peut-être félicités par le ministre de la Jeunesse avec quelques petits financements pour, n'est-ce pas, lancer ces micro-projets. Alors, selon vous, est-ce que c'est de cette manière qu'on va relever peut-être, n'est-ce pas, la quintessence et peut-être l'importance du Made in Cameroun dans la petite production locale qui va grandissant? À mon avis, oui. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, l'État doit organiser, non pas par des fonctionnaires, mais par des corps de métier, l'activité, de manière à ce que, quand on vise, par exemple, à occuper l'espace de la transformation de l'arachide ou du maïs, qu'on évalue toutes les possibilités de transformation, non pas à une micro-échelle individuelle familiale, mais organiser l'activité pour qu'elle soit pertinente au niveau international. Même s'il faut organiser 100 jeunes pour créer, approvisionner une usine, il faut que la production des 100 jeunes fasse qu'une usine ait un impact au niveau sous-régional ou international et qu'elle grandisse et qu'on approvisionne des marchés à forte capacité d'achat. C'est-à-dire qu'on a signé des accords avec l'Union européenne pour les exportations, pour la détaxation des importations, mais ça veut dire que nous aussi on peut vendre chez eux. Tout à fait. Donc, comment mettre nos jeunes au niveau des standards
de l'Union européenne en matière de produits alimentaires, en matière de produits quels qu'ils soient manufacturés, hein, pour qu'ils aient le savoir-faire. On les envoie en formation, si ce n'est pas en Europe, et à l'Amérique et à la Chine. On fait des équipes de 100 jeunes, par exemple, pour les produits, pour les plantations. On fait 100 jeunes pour la transformation de certains produits. Et on les lance dans la bataille en équipant ces jeunes d'une usine commune où ils agissent comme dans une coopérative pour transformer ces produits et les exporter. C'est la seule façon. L'État seul récolte les impôts des citoyens et l'État seul a les moyens de financer une entreprise d'envergure internationale. Parce que les banques aussi, les banques sont détenues par soit des sociétés étrangères, par des organisations étrangères, soit par, malheureusement, des corporations communautaires ou tribales. Ce qui réduit l'impact sur l'ensemble de la population. Parce que vous arriverez dans certaines banques, on parle une langue. OK? Vous arriverez au niveau de la banque internationale, vous trouverez qu'elle appartient à un pays qui n'a pas intérêt à ce que nous envahissions son espace de prédilection depuis l'époque coloniale. Donc il faut que l'État agisse en organisant les corporations d'acteurs qui soient gérés par des comités à l'image de la nation, pour que le financement ne se fasse pas seulement en termes de numéraire, mais surtout en termes de capacité de transformation, machines, intrants divers. Formation. Donc si cela surtout la formation. Hein. Là, la formation. Il faut la formation. Parce que vous n'arriverez pas à faire des spaghettis avec le manioc si on ne vous l'a pas appris. Tout à fait. Et on produit beaucoup de manioc. Mais qu'est-ce qui fait qu'on ne puisse pas produire des spaghettis qu'on va livrer au Nigeria ou en Chine? Parce que la Chine également consomme cela. Donc il est important que l'État prenne des experts via une société que je viens de mentionner tout à l'heure. La SNI. La SNI, c'est notre arme de prédilection qu'on néglige. Parce que si on remet la SNI à flot et que l'État recommence à valoriser les ressources naturelles, non plus seulement pour créer des plantations de palmiers, comme on a fait avec les socapalmes, les pamoles et autres, mais à aller jusqu'au produit fini et à explorer l'exportation pour livrer ces produits sur les marchés internationaux, la SNI sera plus florissante. Et on ne viendra plus nous parler de privatiser la SNI pour détruire en fait la seule force économique que le Cameroun avait déjà réussi à mettre en place dans son système de planification, qui avait beaucoup prospéré à l'époque, mais qui a dégénéré parce qu'on a créé des cadres bourgeois qui, au lieu d'aller vers la valeur ajoutée la plus importante, c'est-à-dire la transformation, se sont arrêtés aux plantations. Plantation de VA, plantation de ceci, plantation de riz. Non, la SNI devait aller plus loin dans la transformation et dans la valeur ajoutée, notamment en créant les marchés d'exportation, comme l'ont fait les pays comme la Corée et l'Indonésie. Nous, on s'est arrêté en chemin. Regardez la Corée, regardez l'Indonésie. Donc, il faut qu'on recommence le processus. On dit en Ewondo que si tes pas de danse s'entrecroisent, tu dois arrêter et recommencer. Donc, lorsque les pas de danse s'entrecroisent, on doit arrêter et recommencer. Absolument. Alors, aujourd'hui, si on parle des produits manufacturés, peut-être les premiers produits, est-ce que quel produit voyez-vous qu'on pourrait déjà relancer, mettre en exergue, n'est-ce pas, qui pourrait apporter au Cameroun actuellement? Les produits manufacturés. D'abord, j'ai dit que pour changer, pour faire de l'import-substitution, il faut faire d'abord l'export-substitution. D'accord. Parce que là, c'est mettre la charrue avant les bœufs que de commencer par l'import-substitution. Alors, on n'a qu'à inventorier les divers produits que nous exportons, le plus, identifier les marchés où ceux qui les achètent chez nous les vendent. Il y a le café et le cacao. Qui transforme le plus le cacao du Cameroun, ou le café du Cameroun? C'est la Hollande et la Belgique. Ah, d'accord. Il faut aller en Belgique, en Hollande, voir qu'est-ce qu'ils produisent avec nos marchandises, à qui ils les vendent, parce qu'ils ont des petits marchés.
à qui ils les vendent. Et nous, on envoie, non pas des espions, mais des jeunes se former dans les pays consommateurs de ces produits-là, de manière à ce que, quand ils reviendront dans 5 ans, ils vont trouver que nous livrons déjà sur le même marché que à partir du Cameroun. Ça, c'est un peu le modèle de la Chine. Hein. C'est comme ça que la Chine a évolué. Ça, c'est le modèle de la Chine. Il n'est pas mauvais de copier le mauvais exemple. D'accord. Hein? Il est meilleur de copier le bon exemple. Tout à fait, tout à fait. Alors aujourd'hui, on parle beaucoup d'économie numérique, on parle du digital, on parle du e-commerce. Alors que pensez-vous, n'est-ce pas, de cette expansion du e-commerce à travers le digital, à travers les réseaux sociaux et entre autres? Vous voulez me faire parler de monnaie, parce que qui dit e-commerce, qui dit digital, parle également de monnaie numérique. Le Cameroun est sous la férule de la BEAC, qui est en fait la Banque de France. Est-ce que les questions monétaires sont à l'ordre du jour au Cameroun? Il faut que les politiques nous le disent. Les accords ne sont pas encore réellement... Je n'ai pas regardé au fond ce oui, parce que la monnaie numérique n'est pas encore réellement acceptée. Alors comment on va gérer? La crypto-monnaie... Si on n'a pas accès à la plus grosse source de financement de la monnaie numérique, c'est-à-dire les transactions numériques digitales internationales, comment on va efficacement concurrencer, compétir avec les pays qui sont déjà les mieux organisés. Il y a des préalables. Tout à fait. Voilà. Oui, alors je voulais évoquer également, par exemple, le e-commerce qui se place. Voilà, vous avez par exemple votre chocolat Choco Butter qui est sur le marché. Est-ce que vous avez pensé à créer des pages, avoir un community manager, essayer de vendre même à travers déjà le digital? C'est possible? Oui, nous avons déjà eu à gérer un site e-commerce, notamment pour les ventes de notre usine de Buffalo aux États-Unis il y a à peu près 20 ans. Mais on avait eu un problème d'accès aux ressources à la matière première que nous prenions au Brésil à l'époque nous-mêmes. C'est à Baltimore qu'on achetait, au port de Baltimore qu'on achetait les produits brésiliens. Mais les coûts étant très élevés par rapport à la concurrence des entreprises installées sur les États-Unis, on a pensé qu'il fallait replier au Cameroun. Mais sinon, le commerce digital marche beaucoup mieux sur les États-Unis. Donc lorsque nous ferons des stocks sur les marchés à fort potentiel e-commerce, bientôt, l'Europe, l'Amérique du Nord principalement, on va réactiver nos sites de vente de chocolat et café en e-commerce. D'accord. Ça revient. D'accord, on va prendre ce dernier reportage et puis revenir avec notre invité. Je suis une entreprise qui fait dans la technologie agroalimentaire. Ce qui fait notre particularité, c'est que nous faisons beaucoup de recherche et développement. Développement dans la technologie de transformation. Les Camerounais ne sont pas nouveaux dans la conception et la fabrication des outils de transformation des produits agricoles et halieutiques. À Yaoundé comme à Douala, plusieurs petites entreprises sortent des terres. Ces outils se fabriquent généralement sur commande. En ce moment, nous sommes en train de fabriquer un foyer. Ce foyer a pour combustible les bâches de riz. Et ça brûle comme le réchaud à gaz. Ce sont les commandes. Tout le monde peut l'utiliser. Le Cameroun est par exemple un pays producteur du riz. Malheureusement, sa production ne couvre pas les 1/10 de la demande nationale. Pourtant, le riz local a plein de vertus qui peuvent de manière considérable réduire le taux de mortalité chez les malades diabétiques. À l'entreprise Thales, toute une machine a été conçue pour la cause. Oui, la marmite là, c'est pour cuire le riz à vapeur. Après la cuisson, on sèche ce riz et puis on le décortique dans les machines. La substance nutritive qui se trouve sur la coque là entre dans le riz. Et ce riz est très riche. On conseille ça aux diabétiques. L'innovation dans le domaine de l'agro-industrie n'est plus un leurre au Cameroun. Il y a de la compétence au pouvoir public de faciliter tout simplement l'installation de ces industries pour un Cameroun émergent à l'horizon X.
Nous sommes de retour, n'est-ce pas, avec notre invité, Monsieur Robert Atangna. Nous avons le reportage de 360 degrés, notamment, qui évoque les Camerounais qui se jettent dans l'entrepreneuriat. Tout à l'heure, il a évoqué la culture du riz. On sait quand même que la culture du riz est très prisée au Cameroun avec la sèmerie également, avec à l'ouest qui est lancé également à l'ouest du Cameroun aujourd'hui, mais qui aujourd'hui ne trouve pas peut-être, n'est-ce pas, une phase d'amorce, notamment dans l'importation et peut-être dans les revenus pour l'Afrique, notamment le Cameroun. Qu'est-ce que vous pensez, n'est-ce pas, de la culture du riz qui aujourd'hui n'est pas très mise en exergue, mise en avant? Parce que quand on voit par exemple la culture du riz à Yago avec la sèmerie, il y a eu beaucoup de soubassements, il y a eu beaucoup de soubresauts, notamment concernant la conservation. Et le premier choix est beaucoup plus vendu à la Chine, la Thaïlande. Je vous ai dit tout à l'heure que l'organisation des filières, le financement des filières, c'est quelque chose qui devrait revenir à des organisations de type étatique, malheureusement encore comme la SNI, qui avait déjà depuis les années 60-70 le plus grand potentiel de cadres formés à l'international pour organiser et promouvoir le Made in Cameroun. Mais que malheureusement, ils sont arrêtés au milieu du processus, notamment à la production des matières premières brutes. Et que si on remet la SNI en place, je pense que avec non, mais est-ce à dire que la SNI ne fonctionne pas véritablement? Parce que là, vous mettez peut-être en mal, peut-être vous évoquez un dysfonctionnement ou bien... la SNI, jusqu'en 1987, détenait des centaines d'entreprises d'État. Mais ces entreprises employaient tellement de gens que on a eu le sentiment que c'était des gouffres à subvention. Parce que ces entreprises n'allaient pas jusqu'au fond de la plus-value. Je me rappelle un cas, celui de la Pamol. Palm oil, oui. La Pamol à Lobé, après Kondotiti. La Pamol produisait de l'huile de palme, mais elle ne la vendait pas sur les marchés camerounais. Elle réservait la matière première brute pour le marché anglais. Mais je suis arrivé à la Pamol et je lui ai dit, mais attendez, vous êtes en quasi faillite parce que vous ne vendez pas vos produits sur le marché local. Mais raffinez ça, on met ça sur le marché à Douala. Dès qu'ils l'ont fait, en quelques jours, la Pamol est devenue une entreprise prospère. Pourquoi? Parce qu'il y avait des problèmes de décision politique, de régulation, de signature d'accords préalables avec des étrangers et autres. Non, l'entreprise doit être indépendante. C'est une personnalité juridique autonome. Tout à fait. Elle doit assurer son indépendance financière. Ça, c'est des ordonnances de 95, je crois, qui ont refait le statut d'entreprise parapublique. La SNI, je ne dis pas qu'elle ne fout rien, mais pour le moment, ma mère, qui en est la directrice générale, va me pardonner, mais j'ai toujours vu la SNI comme le poumon de l'entreprise camerounaise, parce que c'est l'entreprise modèle. Tout à fait. Et elle devrait agir comme le Japon, dans les années 1868. C'est le modèle que le Japon avait utilisé, le modèle de la SNI. Alors, si la SNI ne va pas jusqu'au bout de ses ambitions, il faut bien qu'on le dise. Ma mère va m'excuser, madame le ministre Yaou. Oui, c'est tout. Elle va m'excuser, mais je dois en parler. D'accord. C'est vrai que je ne lui en ai jamais parlé à elle-même, mais la vérité est que c'est la SNI, notre bras industriel. Voilà. C'est le bras séculier du Cameroun en matière d'industrialisation. Et pour le moment, on se plaint de chômage, on se plaint de la faiblesse des exportations, des ressources de l'État, mais la SNI peut multiplier les ressources du Cameroun par 20 en 3 ans. D'accord. Demandez-moi comment, je vous dirai. Mais écoutez, vous êtes là pour ça.
ou bien ce sera une prochaine émission. Alors, nous arrivons du terme de cette émission. Vous avez votre produit Choco Butter. Alors, vous savez, Regarde Afrique TV, c'est également une plateforme de communication. Alors, nous vous prions donc de venir ici communiquer. Déjà, vous connaissant, je sais que vous allez venir communiquer. Et nous faisons également, au fond, plusieurs autres offres de services dans le volet publicitaire. Alors, qu'est-ce que vous pensez faire dans le volet communication dans les jours à venir? Ça, il s'agit de mobiliser les médias pour faire savoir qu'il y a un nouveau produit biologique, 100% biologique, très nourrissant, et qui va améliorer les ressources du Cameroun, les recettes d'exportation avec le chocolat et non plus avec du cacao, parce que nous avons l'ambition de tout transformer. Hein. D'accord. Voilà. D'accord. Voilà, vous avez donc Regarde Afrique qui aura la Choco Butter en premier. Alors, merci d'être passé chez nous, monsieur Robert Atangna. Ce n'est certainement pas la dernière fois que vous passez. Vous avez nos portes, vous savez, nos portes vous sont ouvertes. Vous pouvez venir quand vous voulez, nous dire un peu de quoi il est question dans votre vie. Si vous avez une autre activité encore à mettre en lumière, nous sommes là pour vous. Nous sommes là pour informer la société, éduquer également. Alors, merci d'être passé. Et puis, un dernier mot avant de partir. Consommer Choco Butter, consommer camerounais. Consommer Choco Butter, consommer camerounais. Nous sommes donc arrivés au terme de cette émission. On dit merci déjà à toute l'équipe technique, à Kevin Jantu. On dit merci également à monsieur Ndongue. On dit merci également à monsieur Marga et puis à monsieur Barnabé. On dit remercie également généreusement Igor Biolé, le PDG de cette entreprise, et son épouse, madame Catherine Biolé. Passez un bon dimanche. On se dit à dimanche prochain avec un nouvel invité, une nouvelle perspective et peut-être pourquoi pas un nouveau changement, un nouveau dynamisme. Allez, portez-vous bien et on se dit à dimanche prochain. Surtout, soyez sages.